Bonsoir monsieur. Bonsoir. Heureuse de vous accueillir. Merci. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de suivre Record TV. Dans le cadre de notre entretien, nous recevons une personnalité atypique, une femme attachée à la cause humanitaire, une femme leader qui a décidé de consacrer son leadership à la cause des enfants. Madame Touré Massati, épouse Koné, elle est présidente fondatrice de l'ONG Brin d'Espoir. Bonsoir Madame Touré Massati. Bonsoir monsieur. D'entrée, qui est Touré Massati, épouse Koné? Touré Massati, épouse Koné, est une Ivoirienne qui, depuis 2015, avec son équipe, a décidé de créer une ONG de nommer Brin d'Espoir International, en abrégé BEI, pour essayer un tant soit peu d'apporter un peu d'espoir aux enfants et particulièrement aux enfants en difficulté. Et Touré Massati est ingénieure en communication. Elle est mère de 2 enfants biologiques, mais de des centaines d'autres enfants. Allez, présentez-nous l'ONG Brin d'Espoir International. On va dire que Brin d'Espoir International a été créé en juillet 2015 et c'est assigné comme mission d'apporter, je peux dire, de l'espoir aux enfants, d'essayer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des enfants en difficulté et donc de travailler au respect des droits de l'enfant. En quoi peut-on résumer la mission de l'ONG? Comme je le disais tantôt, Brin d'Espoir, on va dire que nous avons plusieurs points sur notre feuille de route, mais quelques-uns qui sont les plus essentiels. On va parler de l'assistance alimentaire, parce qu'on a remarqué que nos enfants que nous prenons plaisir d'aider viennent de couches très défavorisées. Et donc, on a le côté aussi santé. L'ONG œuvre à apporter de la santé aux enfants via ces séances de vaccination, de déparasitant, de sensibilisation. Nous avons aussi sur notre feuille de route, on fait beaucoup de sensibilisation parce que les parents, comme je le dis pour moi et pour mon équipe, la pauvreté n'est pas une fatalité, mais c'est la pauvreté de l'esprit qui en est une. Et on sensibilise les parents pour leur dire que les enfants sont des bourgeons, qu'il faut bien les arroser pour que les fleurs soient belles. On n'oublie pas aussi des moments de détente, de gaieté, des moments de divertissement à travers nos arbres de Noël qu'on a dénommé la Noël de la charité. Et nous sommes en train de travailler un peu sur le recensement des enfants non déclarés à l'état civil. On en a beaucoup. Les enfants, on dit aujourd'hui que l'école doit être, l'école est gratuite, donc elle doit être, je peux dire tous les enfants doivent aller à l'école, mais il y a plusieurs qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Et lorsqu'on n'a pas d'identité, c'est un peu difficile pour nous de pouvoir avoir accès à l'école. Donc on va dire qu'on ne peut pas tout égrener, mais tout ce qui touche au respect des droits de l'enfant, c'est notre cheval de bataille. On sait que mener une telle œuvre humanitaire n'est pas sans difficulté. Rencontrez-vous des difficultés dans l'exercice de votre mission? On en rencontre énormément de difficultés. Comme je l'ai dit, Brin d'Espoir International, je voulais avant de me pencher sur cette question dire merci à tous les membres de mon équipe, à ces hommes et femmes qui ne lésinent pas sur leurs moyens, modestes soient-ils, d'apporter un peu leur aide aux enfants via les contributions, les cotisations et autres, parce que Brin d'Espoir compte d'abord sur ses propres moyens. Nous sommes environ une quinzaine de membres qui essayons de cotiser, mais aussi et on a l'aide un peu de ces personnes qui croient un peu je peux dire, qui veulent tendre la main aux enfants et qui nous donnent un peu, je peux dire, d'argent lorsque nous avons des activités à mener. Mais concernant les difficultés, Brin d'Espoir n'a pas de partenaire financier. Toutes les structures, que ce soit des structures étatiques ou bien des structures, je peux dire structurelles, des entreprises structurelles de la Côte d'Ivoire que nous ont aidés lors de nos différentes activités, c'est dans un cadre un peu ponctuel.
Donc quand on a une activité et qu'on va avoir une structure qui veut nous accompagner, après la structure, après l'activité, il n'y a plus de continuité. Alors qu'une ONG, il y a beaucoup de dépenses. Il y a le siège, il y a les dépenses annexes, il y a beaucoup de choses. Et donc pour le moment, franchement, Brin d'Espoir, on a d'énormes difficultés. Mais cela ne nous freine pas. Parce que souvent quand on parle de Brin d'Espoir, il y a un certain moment, on se perd, on ne trouve pas les mots. Parce qu'on a en face de nous un véritable dilemme. Les enfants sont là, ils ont besoin de nous. Mais à côté de cela, lorsqu'il n'y a pas de moyens, le cœur a beau battre, mais lorsque les moyens ne sont pas là, c'est difficile de répondre à leurs attentes. Disons-en à ce qui vous a motivé à vous lancer dans une telle aventure. Quelles sont les motivations, en fait, ce qui vous a motivé, voilà, à vous engager pour la cause des enfants? Oh, on va dire d'abord que je pense très bien qu'en chacun des membres de l'ONG, nous avons laissé garder notre côté enfant, comme le disait Freud. Et en chacun de nous soumet le côté enfant. Ça, c'est un. Et puis de deux, je pense que Dieu passe par des épreuves pour nous ramener peut-être sur le droit chemin, le chemin qu'il a choisi pour nous. Pour faire court, on va dire qu'en 2006, Tori Massati Kouskouni a failli mourir. Je portais une grossesse de 7 mois. Malheureusement, j'ai fait une poussée d'hypertension, donc que généralement les gens appellent. Je suis passé à 2 doigts d'une éclampsie. Il a fallu vraiment m'opérer vite fait et pouvoir sauver les 2 vies. Malheureusement, moi, Dieu a mis la main sur moi, mais le bébé n'est pas resté. Le bébé s'en est allé et je dis que pour une première part, c'était vraiment très difficile. Le premier enfant, chacun de nous, c'est la joie que le premier enfant apporte dans le cœur de maman et de papa. Mais le mien n'est pas resté. Et après cette zone très difficile, j'ai demandé à Dieu de faire de moi mère à nouveau et j'ai promis à Dieu que si cela se faisait, j'allais œuvrer pour faire son œuvre. Et aujourd'hui, je suis mère biologique de 2 enfants. Donc Dieu a tenu sa promesse. C'était à moi de tenir la promesse. Et en 2015, avec mes frères et sœurs que Dieu a mis sur mon chemin, notamment le vice-président, M. Simon Fan, qui est plus que pour moi un grand frère, un guide, un mentor. Et avec mon défunt époux, M. Koné, que Dieu ait pitié de son âme, nous nous sommes lancés avec tout le reste de l'équipe pour créer Brin d'Espoir International. Alors, on sait que vous êtes une femme qui avait une double casquette. Vous n'avez pas que l'ONG, vous avez également votre activité professionnelle. Comment arrivez-vous à allier occupation professionnelle et activité BEI? Oh ben, comme je le dis, parce que vous savez, lorsque Dieu vous choisit, il fait battre en vous, je peux dire, il ouvre une petite fenêtre qui fait que vous êtes équilibré de l'intérieur. Parce que donner la joie à un enfant, donner le sourire à un enfant, tendre la main à un enfant, n'a pas de prix. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait dès le départ? J'ai essayé avec ma famille de parler de mon activité aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on travaille du lundi au vendredi. Si on a une activité, qu'elle soit libérale ou bien qu'elle soit dans une entreprise où on connaît un patron, on travaille du lundi au vendredi. Et Brin d'Espoir n'est pas centralisé autour de la présidente. Parce que même les hommes et les femmes de Brin d'Espoir, chacun travaille. Donc on s'organise de telle sorte à ce que nos activités se fassent les samedis. Et à côté de cela, nous, lorsqu'il y a une activité, on prend le temps pour la préparer. On se voit généralement les jours ouvrables à partir de 17h, 18h, on travaille jusqu'à 20h, on planifie et puis comme ça, le samedi, on est sur le terrain. Donc on va dire que ramener une structure comme BEI n'est pas seulement, je peux dire, le ressort de la présidente. Souvent, on voit la présidente qui porte la double casquette de présidente et de fondatrice, mais à côté de cela, il y a tous ces messieurs, ces dames qui sont là, c'est avec lesquels on essaie d'allier et on n'a pas de problème. C'est bientôt 8 ans sur le terrain, on trouve toujours le juste milieu pour que nous puissions finir ce qu'on a à faire et puis commencer BEI et donner vraiment la joie aux enfants. Alors, il y a la cause des enfants, il y a également, on me dit, au plus fort de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, l'ONG Brin d'Espoir était également là. Par rapport à la résilience vis-à-vis de la Covid-19, et quelles ont été les actions posées par l'ONG?
On va dire que la Covid nous a surpris, nous tous, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est venu comme ça, comme un coup de massue. Voilà. Et puis surtout, c'était fort pour nous, population africaine et particulièrement population ivoirienne. Et comme je vous le disais tantôt, nous, notre cœur de cible, ce sont les enfants qui vivent dans les quartiers dits quartiers défavorisés, bien quartiers précaires. Donc on a dit qu'on s'y attendait vraiment pas, ça a été vraiment difficile pour nous. Mais en même temps, quand il y a une réalité, il faut fondre dans la réalité. Et Bain d'Espoir a eu son mot à dire. D'abord, nous avons vraiment fait pas mal de vaccination, pas mal de sensibilisation, parce que c'était la sensibilisation qui nous paraissait vraiment l'atout fort pour amener les parents à faire très attention aux enfants, surtout qu'il y avait une contagion des adultes vers les enfants. Et après, on nous a dit que ça ne se passait pas, il n'y avait pas de contagion avec les enfants, mais après encore, les contagions d'enfant en enfant, il y avait beaucoup de choses, mais sans oublier en tout cas de aussi parcourir les écoles primaires, voilà, parce que l'école avait été stoppée au moment quand lorsque l'école a repris, ils étaient aux côtés de certaines écoles pour distribuer, faire la sensibilisation et distribuer les cache-nez aux enfants, vraiment leur apprendre à faire très attention. Et puis, bon, comme je le dis, aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu retombé, mais la Covid est toujours là et elle séduit toujours. Et vraiment, on essaie de faire ce qu'on peut. Et on sait très bien que l'État fait ce qu'il a à faire, mais souvent ça ne suffit pas, ou bien ça n'arrive pas jusqu'où le petit peuple est, où le petit peuple se trouve. Donc on va dire qu'on faisons tous attention, mais sinon, jusqu'à présent, on continue toujours de sensibiliser et de toujours jouer notre rôle. On sait que jusque-là, DEI est arrivé à aider beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants, y a-t-il des enfants dont la situation vous a beaucoup marqué ou vous voulez nous en parler? Il y a trop d'émotions sur le terrain. Lorsqu'on va sur le terrain, il y a toujours des situations qui font que, en tout cas, nous, femmes, les hommes sont plus forts que les femmes, mais plusieurs fois les femmes coulent. Et là, même vous avez beau les retenir, mais c'est difficile. On a eu le cas, pour citer quelques exemples, le cas d'un enfant, l'enfant à Godio, qui était à Vridi, Iran, et où la mère est handicapée, le père sans ressources. On est allé au contact de l'enfant, c'était difficile. Même pas une bonne chaussure, paire de tapettes, comme on le dit, ou bien l'enfant il était complètement, c'était difficile. La maman était handicapée, la condition était difficile et c'était vraiment difficile. Maintenant, à côté de cela, tout dernièrement, on a eu le cas du petit Bamba. Le petit Bamba qui est né handicapé, c'était à Djamé, c'était le 30 juillet dernier, lors de la vaccination de 350 enfants à Djamé, Broma Côté, avant l'étape d'Abobo le 6. Et le petit, il a à peine 3 ans. Donc, sa mère l'a rejeté et c'est la grand-mère qui s'est débrouillée avec lui. Et nous avons aussi eu le cas d'un enfant au niveau de Mosikro. Il y en a tellement, je peux dire qu'on ne peut pas. On a eu aussi le cas du petit, il y a un petit que nous avons eu, je pense que c'est le petit Kounan, qui souffre de la trisomie 21. C'était à Niaman. Voilà, donc il y a trop de cas. Donc souvent les parents viennent nous voir, madame, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nos enfants? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Il y a tellement de cris. Au fait, le petit peuple, il faut aller au contact du petit peuple pour voir réellement que la souffrance est là et que la souffrance est réellement là. La souffrance des enfants, puisque vous en parliez, les enfants font-ils l'objet de beaucoup d'abus? Quel commentaire cela vous inspire? Oh, au fait, ça c'est une question qui me touche profondément, qui me déchire le cœur. Parce que vous voyez un peu, vous et moi, il y a quelques, on va dire 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, les parents avaient moins de moyens que les parents que nous sommes aujourd'hui. Mais on avait un peu cette relation entre parents, le vivre en communauté avait un sens. L'enfant du voisin était notre enfant. Et même quand on voyait l'enfant du voisin faire quelque chose qui n'était pas bien, on pouvait quand même essayer de, en griffe, l'amener de force ou bien lui mettre une petite claque sur les fesses et puis l'amener à la maison parce qu'on s'inquiétait. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la démission des parents. Les parents ont démissionné. Aujourd'hui, mon enfant, c'est mon enfant, ton enfant, c'est ton enfant.
Même si je vois ton enfant en train de faire de n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec moi. Si ce n'est pas mon enfant, peu importe. Et donc les abus que nous voyons de part et d'autre, on peut dire que ça relève de la démission des parents, ça relève même, je peux dire, de la méchanceté des parents que nous sommes, nous. Parce qu'un enfant, un parent qui accorde de l'importance à son enfant, un parent qui a une écoute active vis-à-vis de son enfant, ça serait difficile que cet enfant-là puisse subir un abus. Parce qu'il va toujours avertir le parent. Et aujourd'hui, quand on parle de la violence, le travail des enfants, les violences, même n'importe quelle sorte de violence, les primaires, les violences sexuelles et autres, qu'on pose sur la petite fille ou le petit garçon, un peu partout, tout est violence et tout est abus. Mais malheureusement, ce sont les enfants qui payent le cash et les parents après viennent jouer à la victime, alors qu'on pouvait prévenir que de guérir. Au regard de toutes ces situations, quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics également doivent jouer une partition en faveur des enfants? Eh bien, moi, je dirais que les pouvoirs publics font ce qu'ils ont à faire. Mais comme on s'est clair a dit, les ONG sont la continuité des actions étatiques. L'ONG Grain d'Espoir International, BEI, attend vraiment de l'aide de l'État de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons très bien que l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il a à faire. Mais comme on le dit, les ONG sont la continuité des actions étatiques. Où l'État ne peut pas arriver, l'ONG va. Et sans moyens, c'est difficile. Si je prends le cas de Grain d'Espoir, on a l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a travaillé qu'on a pu avoir l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc on va dire qu'on attendait vraiment d'être accompagné. Nous avons fait plusieurs courriers, généralement qui viennent sans suite. Et ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est d'avoir une convention avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de la ministre Nasseli Batouré. Parce que Grain d'Espoir International, ce n'est pas une ONG qui est, je peux dire, qui verse dans la parole vaine. Mais l'ONG Grain d'Espoir est une ONG de terrain. Nous avons des actions, des vidéos, des images qui parlent pour nous. Aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine d'activités menées depuis 8 ans. Et la plupart sur des fonds, vraiment, comme je le dis, des aides venant des personnes qui veulent aider les enfants. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas encore fait signe et on sait que ça ne saurait tarder parce que nous sommes une ONG crédible. Au regard de tout ce que vous faites pour les enfants, votre engagement pour la cause des enfants, quel est votre appel à l'endroit des bonnes volontés? Eh bien, comme on le dit souvent, une ONG qui veut aller loin ménage sa monture. Vraiment, on sait très bien qu'il y a des personnes déjà qui nous font confiance. Et aujourd'hui, on veut vraiment, nous, à Grain d'Espoir, faire une communication, vraiment une communication, je peux dire, qui nous met en selle. Une communication qui permet aux hommes et aux femmes de la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, de savoir qu'il y a une ONG qui est là, qui travaille sérieusement sur le terrain. Et donc, c'est vrai qu'on peut lancer des appels, on va dire on a besoin d'aide, c'est vrai, mais il faut aussi qu'on s'ouvre au monde. Et donc, c'est pour nous l'occasion aussi de dire merci à Record TV. Parce que Record TV nous a vus sur le terrain et a été vraiment, je pense, a été émerveillé, on va dire, parce que nous faisons avec les mêmes moyens. Et dans notre fort intérieur, on est en train de travailler sur l'organisation de notre premier dîner gala de l'espoir, où nous allons présenter ce que nous avons fait pendant ces 8 ans, appeler vraiment à cibler des personnes qui peuvent nous accompagner à récolter des fonds pour pouvoir soutenir notre activité. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est grandissante, surtout que nous avons un peu, je peux dire, des difficultés un peu avec les pays qui nous entourent. On a des enfants qui affluent vers la Côte d'Ivoire et tout dernièrement, on a essayé de donner à manger à certains enfants qui sont là, qui mendient dans la rue. J'ai été très satisfaite de la part, heureuse de voir la ministre Nasseli sortir elle-même dans la rue pour pouvoir récupérer les enfants, les amener dans un refuge parce que ça fait pas beau, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre pays. Mais quand même, quand nous voyons ça, en tant que Grain d'Espoir, on leur apporte souvent un peu de sandwich, mais souvent quand on fait un carrefour, 2 carrefours, 3 carrefours, ils n'en avaient plus. Ils sont tellement en nombre considérable.
Et donc vraiment, on veut sortir de l'ombre, on veut être connu, on veut aller au-delà même de la Côte d'Ivoire, avoir des partenaires un peu partout pour nous permettre quand même de pouvoir aider les enfants. Puisque nous approchons à la fin de cet entretien, à travers BEI, comment les bonnes volontés peuvent venir en aide aux enfants? À travers BEI, comme on a dit aujourd'hui, BEI est ouvert à tout le monde. Nous avons des contacts que nous allons vous transmettre. La BEI, pour dissocier BEI de la personne de Touré Massati Komet, même en étant fondatrice, il faut être une structure qui va exister avec la présidente Touré Massati, après qui va exister avec un autre président, c'est ce que nous voulons, ou bien une autre présidente, même si déjà on aura toujours la casquette de la fondatrice. Donc pour cela, on a ouvert un compte bancaire, voilà, de BEI, où les gens peuvent faire des gestes. On a je peux dire, de tous les, comme on le dit, des numéros où on peut nous appeler pour des personnes qui sont intéressées, que ce soit, je peux dire, une aide pécuniaire, matérielle, financière ou bien matérielle. On est open, on est ouvert à aller au contact de toutes les personnes, des structures, que ce soit des structures nationales, internationales, de partout. Une aide peut venir, nous sommes disposés à recevoir parce que la demande est grandissante de jour en jour. Et bien, comme on le disait, notre perspective, c'est de pouvoir perdurer, faire des choses pour les enfants. On a à cœur de créer un centre d'accueil et d'apprentissage des petits métiers. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager toute l'équipe qui est autour de la première dame, Mme Ouattara, à travers Children of Africa. Et c'est un bel exemple pour nous. Voilà, c'est un très bel exemple pour nous. Ce que la première dame fait pour les enfants nous amène toujours à croire que demain, on aura l'occasion de rencontrer notre première dame et de lui montrer un peu ce que nous faisons aussi avec nos maîtres moyens. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les enfants, c'est bien beau que d'aller sur le terrain, leur donner à manger ou bien les vacciner ou bien encore leur apporter un peu de joie. Mais ça serait encore meilleur de les prendre, d'avoir un centre, de les accueillir, de leur inculquer un peu l'éducation, de faire un peu d'alphabétisation, de leur apprendre des petits métiers, comme aussi le faisait la première dame d'alors, Madame Félix Houphouët-Boigny, à travers Gaïa International, sans oublier aussi toutes les premières dames servies. Il y a eu beaucoup d'exemples et aujourd'hui nous avons Children of Africa. Et nous profitons de votre caméra pour lancer vraiment cet appel. Ça serait vraiment, je peux dire, un véritable honneur pour nous d'être reçus par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, pour lui présenter ce que nous faisons pour les enfants vulnérables du Cubitan. Puisque nous arrivons au thème de cet entretien, quel est votre mot de fin? Le mot de fin, d'abord, c'est toujours de remercier Record TV pour cette interview, vous remercier, vous également, remercier toutes les personnes et appeler les personnes de bonne volonté de tendre la main. Les enfants sont des bourgeons, les enfants n'ont pas demandé à naître, les enfants méritent d'être accompagnés pour que demain, ils soient des hommes responsables, des hommes et des femmes remplis d'amour et des hommes et des femmes qui feront la fierté de la Côte d'Ivoire. Et chez nous, comme on le dit, tous les enfants sont logés à la même enseigne. Plein d'espoir ne veut pas rester à Abidjan. Nous sommes juste sortis un peu dans les banlieues, mais nous voulons avoir une antenne partout en Côte d'Ivoire et pourquoi pas ailleurs, au-delà même de la Côte d'Ivoire. Nous voulons aller chercher des partenaires un peu partout, afin que, comme à l'instar de toutes les grandes ONG internationales, il y ait une ONG ivoirienne qui puisse aussi faire parler d'elle. Merci à vous, Touré Massati.